So get ready. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bouge de là, le magazine de l'emploi. Vous avez l'habitude maintenant, chaque dernier mercredi du mois, co-réalisé par Direct 8 et la NPE. Le sport de haut niveau a ceci de particulier qu'il ne dure qu'un temps très limité au cours d'une vie, qu'il concerne des adultes très jeunes, parfois encore immatures, et enfin qu'il procure en très peu de temps de substantiels revenus, parfois même de véritables fortunes, qu'il convient de gérer au mieux pour envisager l'avenir en toute sécurité. L'insouciance de la jeunesse peut conduire à de grandes difficultés de vie économique et sociale lorsque cesse la manne de l'argent facile pour les plus nantis, lorsqu'il s'agit de changer complètement de rythme d'existence avec l'inévitable reconversion de carrière. Pas facile d'abandonner la dynamique du sport de haut niveau et parfois de passer de la lumière à l'ombre, de l'activité extrême à la sédentarité. Comment informer les sportifs de la réalité de leur situation et des pièges qui leur sont tendus? Comment les accompagner dans des dispositifs de reconversion professionnelle après l'arrêt de la compétition, dans la poursuite d'études ou de cursus de formation, dans la bonne gestion de leur patrimoine financier? Tel est le thème, cette reconversion des sportifs de haut niveau que nous avons choisi d'aborder pour vous aujourd'hui dans Bouge de là. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Monsieur Jacques Glassman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien footballeur professionnel, chargé de mission chez Europe Sport Reconversion. Donc vous avez connu toutes les arcanes du sport de haut niveau, en l'occurrence ce monde si particulier du football, ses grandes joies mais aussi ses pièges terribles. Aujourd'hui, vous intervenez dans des cursus de formation auprès de jeunes footballeurs, justement dans la perspective de la suite, de l'après-carrière de footballeurs, de leur reconversion professionnelle. Alors, il faut savoir que Europe Sport Conseil est un cabinet de conseil qui a été créé à l'initiative du ministère des Sports, de la Ligue nationale de football et de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, dédié justement à la reconversion des joueurs footballeurs professionnels. Vous proposez dans ce cadre des rendez-vous personnalisés, donc je cite votre objet, la reprise d'un cursus scolaire ou universitaire, l'élaboration d'un projet professionnel, la mise en place de relations avec les organismes de formation pour bâtir tout un programme et la mise en relation avec des acteurs économiques ou institutionnels. Je n'ai rien oublié? Non, sauf je voudrais faire un rectificatif, c'est Europe Sport Reconversion. D'accord. Okay. Le nom de notre entité, c'est Europe Sport Reconversion. Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Châtelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'UFF Sport Conseil, l'Union financière de France. C'est une banque de conseil en création en gestion de patrimoine. Et ce département UFF Sport Conseil existe depuis quelques années, 7-8 ans, c'est ça? 2001. 2001, voilà. 2001. Exclusivement réservé aux sportifs professionnels, à leurs problématiques, à leur logique et à leur, bien sûr, environnement. Vous proposez un accompagnement complet des sportifs, mais également vous informez, vous intervenez auprès de ceux qui les encadrent, des parents, des agents. Vous proposez déjà des services autour de la gestion de leur argent, sur la notion de placement, sur l'impôt, sur le juridique, etc. Et vous proposez aussi des produits exclusifs, produits sélectionnés pour les sportifs professionnels avec la logique de leur revenu, épargne, défiscalisation, j'y arriverai, programme immobilier, assurance, etc. Puis ce qui est intéressant chez UFF Sport Conseil, c'est que vous recrutez vos conseillers dans le corpus de ces athlètes de haut niveau. Voilà, ça fait partie aussi de leur reconversion à eux que d'aller conseiller les autres. On verra évidemment la valeur ajoutée de cette démarche, voilà, de ces profils. Merci d'être avec nous. Frédéric Anduze, bonjour. Vous êtes ancien handballeur de haut niveau, reconverti dans la gestion de patrimoine sportif professionnel puisque vous êtes conseiller chez UFF Sport Conseil. Donc vous nous parlerez bien sûr de votre expérience comme sportif, de ce que vous en avez retiré. Et puis la façon dont vous avez préparé votre propre reconversion jusqu'à intégrer justement l'équipe du UFF Sport Conseil. Vous nous expliquerez vos motivations. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Roxane Bénat, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne nageuse en natation synchronisée. Est-ce qu'on dit ancienne nageuse synchronisée? Nageuse, oui. Nageuse, oui, c'est mieux. Bon. Oui, mais il y a un petit truc en plus avec natation synchronisée. Oui. On se dit que c'est encore plus dur que la natation normale. Oui. Peut-être. Là, c'est vous qui me dites. Oui, souci d'excellence, de perfection. Voilà. Il ne faut pas vexer les autres. Voilà, mais non. Aujourd'hui, vous travaillez au sein du département des relations internationales de la NPE. Oui.
Vous avez suivi des études, hein. D'ailleurs c'est le cas de vous, Frédéric, hein. Vous Oui. avez fait, je crois, une maîtrise d'économie. d'économie. Vous avez un bac plus 5 en droit international, donc ça c'était planté d'avance. Vous nous raconterez des parents qui se sont dit on ne fait pas du sport dans la Ouais. vie, ils n'ont pas eu complètement tort, Oui. j'imagine. On peut Et dire. l'international, alors c'est votre affaire, c'est précisément la voie que propose la NPE. C'est un projet très riche, très complet, Ouais. pour accompagner les sportifs dans leur reconversion professionnelle. C'est assez inédit, Oui. et ça ajoute vraiment des compétences dans diverses directions, bien utiles pour l'après-compétition. Voilà. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, Arnaud Assoumani, bonjour. Bonjour. Vous êtes athlète en e-sport, champion du monde 2006 de saut en longueur, plus tout un tas de titres, plusieurs fois champion d'Europe, champion de France, enfin voilà. Vous êtes en plein dedans, vous êtes tout jeune, vous avez 22 ans. Vous avez intégré le team Lagardère qui vous a conduit, en fait, vous aviez déjà un BTS dans l'audiovisuel, et puis vous avez continué des études grâce à ce team Lagardère, donc team de l'excellence, c'est vraiment très belle structure, et maintenant vous êtes à Sciences Po, C'est ça. avec comme objectif un master en... Alors, rattraper c'est master du management et de la culture et des médias. D'accord, bon. Alors, quelques mots sur le team Lagardère. C'est un centre d'expertise scientifique appliqué au sport qui réunit donc les compétences les plus pointues en matière de recherche, de formation et d'encadrement des sportifs. Et puis quand sonne bien l'heure de la retraite, eh bien le team Lagardère est aussi présent pour préparer justement cette sortie le mieux possible. Il privilégie la formation, les études, la culture pour aborder au mieux cette reconversion. Merci d'être avec nous. Merci. Alors c'est parti, nous commençons cette émission avec notre traditionnelle séquence du micro-trottoir. Vous allez sonder vos connaissances, à vous, donc dans la rue, inconnus de passage, en matière de sport de haut niveau, sur ce que vous savez de la réalité de ce métier si particulier. Et nous avons écouté donc vos conseils, parce que vous avez des points de vue très tranchés là-dessus en matière de reconversion professionnelle. Tous ceux qui ont fait du sport en général finissent assez bien. Sportif de haut niveau à qui je pense? Aucune idée. Je pense à Marius Trésor, je pense à Yannick Noah, il y en a plein, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Pierre Villepreux, Bernard Laporte. Guy Dru, Anelka, Thierry Henry. Carl Lewis. Pour moi, ce sont des athlètes de haut niveau. C'est des gens qui bossent tous les jours pour ça. Je pense que ces gens-là, ils réfléchissent pas à l'avenir quand ils sont en pleine compétition. Il y en a beaucoup qui ont connu la gloire, qui se cherchent. Il y en a d'autres qui vont peut-être un peu galérer. Ils n'ont pas été dans les grandes écoles ou universités parce qu'ils ont fait beaucoup de sport, donc peut-être c'est dur pour eux de trouver un travail. Il leur faut une formation de base, mais après je pense que c'est sur le tas qu'ils se débrouillent le mieux. Il faut pouvoir consacrer 4 ou 5 heures par semaine à une formation d'un métier. Ça, je ne peux pas vous dire qu'une fois qu'ils ont terminé, c'est ce qu'ils deviennent. Hein. En Suède, ils ont fait des marques de vêtements de sport, comme Björn Borg. Il y en a beaucoup qui deviennent ingénieurs, comme il y en a qui deviennent mécaniciens, si vous voulez, il y en a qui deviennent pompiers. Et voilà, quoi. Ils peuvent utiliser leur nom pour quelque chose de bien, peut-être un restaurant. Il faut qu'ils se la donnent à fond et Ouais, bah, il faut des calendriers. Il faut se mettre dans les affaires, hein. Bah oui. Hein. entre eux, ils peuvent arriver à trouver des solutions et pourquoi pas s'associer pour faire quelque chose plus tard. Le Français qui a eu médaille de bronze à la perche récemment, il est ingénieur. Il est même PDG de sa propre boîte. Voilà. Bon, bah écoutez, beaucoup de choses ont été dites là, hein, c'est hop. En tout cas, on a une idée tranchée du sportif de haut niveau, sachant qu'au départ, il nous fait rêver. Et puis après, ben voilà, il faut que ce rêve devienne quelque chose de plus peut-être productif. Alors Jacques Glassman, vous avez un parcours unique. Hein, on va commencer avec vous. Vous avez connu le succès du football professionnel. Vous avez été mêlé très près en 93 au scandale du match OM Valenciennes, qui était donc votre club. Et puis 2 ans plus tard, changement de cap. La FIFA vous remet le Grand Prix international du fair play. Quel souvenir conservez-vous globalement de cette période agitée dans votre vie, où il y a eu du sport, où il y a eu des à côté, voilà, mais quelque part, c'était peut-être très lié tout ça. Ça a été des moments pas simples à passer, mais je crois que bon, dans une carrière, il peut arriver, on a tous des hauts et des bas. Je crois que ça a été compliqué parce que ça a été très médiatisé. J'étais pas préparé à ça, mais je crois que j'ai très vite tourné la page et maintenant, depuis que je suis revenu de la Réunion en 98, j'ai entamé un certain cursus et j'ai toujours eu un état d'esprit pour continuer à avancer, pas vivre avec le passé.
et puis justement essayer de trouver une place quelque part pour m'épanouir et pour essayer d'aider les autres. Et puis il y a eu un livre 10 ans plus tard, Foot et moi la paix, titre excellent quand même s'il en est. On va pas revenir là-dessus, je vais pas faire de la pub, mais je crois que il vous a fallu 10 ans quand même pour faire le deuil. Ouais, non, justement, il n'y a pas eu de deuil, c'est toujours un moment qui est pas simple, hein, pour tout athlète, qu'il soit médiatisé ou non. Je crois que d'arrêter une carrière, d'arrêter le sport de haut niveau, c'est toujours compliqué. Bon, moi, ça l'a été d'autant plus que j'ai été surmédiatisé pendant quelques années. Bon, ce sont des expériences. Il faut toujours essayer de tirer du positif, de l'expérience négative comme celle que j'ai vécue. C'est-à-dire, vous n'avez pas de regrets, vous dites voilà, c'est fait. Oui, hein? Non, je crois que c'est la question qu'on m'a posée le plus souvent possible. Non, il n'y a pas de regrets. Il y a des pièges, vous en avez parlé en début d'émission, il y a des pièges pour tout sportif, hein, on a parlé du dopage, la corruption, certains agents véreux, des paris truqués. On ne va pas s'étaler là-dessus, c'est le côté noir du sport, ça existe et surtout lié évidemment à des sports où il y a beaucoup d'argent qui circule, évidemment. Donc ça, c'est sûr que c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, mais qui n'est quand même pas l'apanage de tous les sports, parce qu'on ne gagne pas autant d'argent, on verra tout à l'heure avec vous, Frédéric, autant d'argent en fonction du sport. Il y a Roxane qui me regarde d'un air genre pas du tout. Donc la natation synchronisée n'est pas ce qui rapporte le plus, il faut le savoir. Il faut le savoir dès le départ. Mais alors à l'inverse, qu'est-ce que vous gardez comme beau souvenir? Parce que malgré tout, destin exceptionnel, des années fantastiques, on n'est pas joueur professionnel comme ça, alors que la plupart des petits garçons en rêvent, vous y êtes arrivé. Oui, mais je crois que chaque sportif a un parcours atypique, hein. Il y a des filières où on rentre dans des centres de formation, mais chaque joueur professionnel de foot ou de hand ou de rugby a sa propre histoire. Et donc la mienne, j'en ai retiré que des bénéfices. Hein, j'ai vécu des moments extraordinaires, on ne va pas revenir sur ma carrière. À mon niveau, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai réussi ce que j'ai voulu, bien sûr. Si j'avais pu être un international, sans que ce soit lié à l'argent, mais par rapport à... Oui, au sport en lui-même. J'étais vraiment un passionné et quelque part, j'en tire bénéfice. Et même par rapport à cette affaire, je crois que ça m'a permis aussi d'avoir un état d'esprit différent. Hein, qu'est-ce que ça vous a apporté justement, ça vous a endurci? Forcément, ça a développé d'autres qualités en vous. Je crois qu'on est obligé de faire face à des choses justement auxquelles on n'est pas préparé. Il y a des gens qui sont en face de vous, qui ne sont pas là pour être sympa avec vous. Tout ça, il faut être fort quelque part et c'est pas évident. Hein, je crois que les joueurs de foot, si on vient dans les détails, même un joueur de foot qui se fait écarter d'un groupe quelque part, psychologiquement, c'est pas évident. Et je crois que bon, les mauvaises expériences doivent permettre à grandir. Enfin, c'est mon état d'esprit. Après, chacun. Comment vous avez vécu le fait de gagner très vite beaucoup d'argent, en fait? C'est toujours agréable, mais bon, moi... Vous gardiez une lucidité en vous, ou est-ce que ça peut partir très vite, la lucidité? Ce côté-là, je crois que je l'avais assez vite mis de côté. Alors oui, je gagnais de l'argent, tant mieux, mais moi, c'était pas mon moteur. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le moteur des jeunes maintenant, mais c'est vrai que, bon, déjà, les sommes n'étaient pas les mêmes, on en a parlé en coulisses. Pour nous, c'était déjà énormément d'argent à l'époque. Donc ce côté-là, moi, c'était surtout m'épanouir dans le football, réussir, devenir pro et faire une carrière très longue et vivre des moments extraordinaires. Hein, l'argent a été là, hein, pas au même niveau que ce que les joueurs pro gagnent actuellement, mais pour moi, ça reste toujours une base de vie qui est très intéressante avec des moments extraordinaires. Quelle image Comment pensez-vous que l'image du football, par exemple, pour ne citer que ce sport quand même très particulier, a évolué dans l'esprit des gens aujourd'hui, là, maintenant? C'est quoi l'instantané, la perception du football dans le grand public? Écoutez, je ne sais pas si c'est un côté négatif, mais je crois que quand on parle football aujourd'hui, on voit tout de suite, le haut du panier toujours. On voit Zidane, hein, on voit les grandes stars, on voit argent, on voit tout ce qui se passe autour, on voit Coupe du Monde. Le foot, c'est ça. Et c'est génial, mais c'est pas que ça.
il y a toute une masse de joueurs professionnels qui sont, c'est pas péjoratif, mais d'un niveau peut-être en dessous, qui en font un vrai métier, voilà, qui sont moins connus et puis qui vraiment arrivent aussi à s'épanouir. Mais je crois que le football évolue, on va de plus en plus vite et bon, ça fait partie maintenant d'une évolution qu'il faut accepter. Et si j'avais été un jeune pro aujourd'hui, si j'avais 18-20 ans, eh ben, je serais dans la masse de tous les joueurs qui aspirent à gagner énormément d'argent et à jouer à l'Inter de Milan ou dans les plus grands clubs en Europe. Alors, Frédéric Anduze, vous vous reconnaissez un peu dans ce que vient de dire Jacques? Parce que vous avez fait du handball, on n'est pas du tout sur la même planète au niveau de la professionnalisation même du sport en elle-même, sans parler même des revenus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à... C'est pas du tout la même planète, puisqu'on ne gagne pas la même chose au hand qu'au foot. Donc très tôt, on se pose la question de l'après. Je vais faire quoi de ma vie une fois la carrière de hand s'est arrêtée? Donc moi, j'ai pas attendu de me poser la question. J'ai choisi très vite de concilier sport et un métier, un vrai métier entre guillemets, pour pouvoir continuer à vivre. Alors comment vous arriviez à accumuler, d'abord ça faisait combien d'heures d'entraînement par jour, par semaine, et quelle partie réservée au lycée et à la fac? C'était 6 à 7 entraînements par semaine. J'ai réussi toujours à faire les études et le sport. Avec les études, on peut quand même avoir des horaires arrangés, des examens qui sont décalés, puisqu'on a un statut de sportif de haut niveau. Une fois qu'on commence à travailler, c'est un peu plus difficile, quoi. Donc, quand je faisais les études, j'y arrivais. Pendant 2 ans, j'ai concilié mon métier à l'UFF et ma passion, le handball. Et j'ai vite arrêté puisque j'en pouvais plus. Physiquement, j'en pouvais plus. Oui, on verra tout à l'heure pourquoi vous avez choisi à ce moment-là, effectivement, plutôt la reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile? Parce qu'on oublie ce côté quand même difficile de contraindre une petite vie comme ça, un adolescent, un jeune adulte, eh bien, à faire du sport. Parce qu'il y a la passion, il y a le plaisir, mais il y a aussi d'énormes contraintes. Il faut quand même le rappeler, quoi. Il y a d'énormes contraintes, tous les sportifs qui sont autour de la table pourront le dire. On n'a pas de vie familiale, on n'est jamais là, on n'est jamais à la maison. C'est les entraînements le matin, les entraînements l'après-midi, les déplacements le week-end, les matchs le week-end. Donc, et ça commence tout petit, ça, dès qu'on est dans un club, hop, on est embarqué. Donc, surtout si on a du talent. Donc on met à côté sa vie de famille. Et après, bon, il y a des joueurs aussi, comme je le disais, donc il y a certaines contraintes. Alors vous, Roxane, vous, les contraintes aussi, c'était la natation synchronisée, c'est pareil, ça paraît le sport impossible au commun des mortels. Encore le foot, on se dit c'est horrible, vous allez me pardonner, mais on peut taper dans un ballon avec le pied. Comme quoi c'est injuste, parce que les revenus sont pas à la hauteur. Exactement, oui, ça devait être au nombre de persévérance dans l'eau. Et pareil, vous avez commencé à quel âge la natation synchronisée? Moi j'ai commencé assez tard, en plus, parce que je venais de la danse classique d'abord. Ça aussi c'est quand même donc pas non plus, voilà, avec un cursus aussi au conservatoire et à l'opéra. Et je me suis aussi très vite posé la question. J'ai rebondi sur la natation synchronisée, mais en ayant toujours en tête que l'accident pouvait arriver, ce qui m'était arrivé en danse, et que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc il fallait absolument penser... Donc on vit un peu, il y a cette petite angoisse comme ça en filigrane, l'accident du tout sportif dépend après des parcours qui peut remettre d'un seul coup en cause ce qu'on faisait depuis des années et voir son avenir proche. D'où la prise de faire l'autruche. Le corps a une grosse partie quand même dans l'activité sportive, donc le jour où le corps ne suit pas... Donc vous alliez à l'école et vous alliez nager tous les jours, parce que là on se dit qu'il faut aussi un entraînement de longue haleine. Oui. C'est ça. Combien d'heures de bassin par jour? Enfin, c'est 6 heures d'entraînement par jour, donc 4 en bassin. Vous avez des... Alors, vous avez fait une très belle carrière, mais vous le dites vous-même, vous n'avez pas eu de médaille de championne. Est-ce que vous avez des regrets? Parce que vous avez aussi concilié, on verra de quelle manière, les études et le sport. Mais est-ce que... Ça fait de très belles études. Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, tiens, j'aurais dû mettre plus d'énergie encore dans le sport pour être au top du top? Ou est-ce que finalement vous avez su manager entre votre passion et l'envie quand même d'avoir une vie à côté des études? Déjà, je ne sais pas si j'en aurais été capable d'aller plus loin dans le sport. Et puis surtout, non, je regrette pas les choix qui ont au départ été imposés, parce que l'environnement familial, vous disiez qu'on n'était pas souvent à la maison, mais moi, je crois avoir eu la chance d'avoir un environnement familial qui m'a toujours dit il y a les études, s'il y a quelque chose à abandonner, de toute façon, ce ne sera pas les études. Donc déjà, la donne était claire
Donc dès le importance départ. quand même de la Je les en présence des remercie parents. maintenant, mais... Ouais. Frédéric Châtelet, lorsque vous les rencontrez, les parents, parce que vous allez les voir dans les centres de formation, ces jeunes, je disais tout à l'heure, vous vous adressez aussi aux agents, aux tuteurs, aux parents, etc. Vous avez le sentiment que tout cet entourage de jeunes est quand même conscient des dangers que représente le sport si on ne s'organise pas à l'avance sur sa reconversion, ou est-ce qu'on est tout le monde la tête dans le guidon, rien que sur la compétition du petit? Ça dépend du milieu duquel on vient. C'est d'ailleurs pas une question de capacité financière, c'est une question d'éducation avant tout. Oui, mais je le disais dans cet angle-là. Ce matin, nous avions rendez-vous avec Frédéric, avec le père d'un jeune joueur de football qui est qui est très conscient des enjeux et qui est en train de faire en sorte que son gamin, qui n'a toujours que 20 ans et qui gagne déjà très bien sa vie parce qu'il est dans le football professionnel, doit épargner le plus possible, gérer son budget, se protéger, c'est-à-dire s'assurer. Vous parliez de blessures tout à l'heure, c'est important qu'il s'assure. Et puis vous avez dans le même temps des familles où on vénère le gamin qui est en train d'exploser sur le plan sportif. Aussi, et qui, là, on a une espèce de team. Oui, mais quand il y a un team et que c'est un team de gens compétents et avec une et pas certaine... de transfert, il ne faut pas faire de transfert aussi de ce qu'on aurait pu être soi-même sur son enfant. Oui, il y a ça, mais il y a surtout aussi une façon relativement saine d'aborder les choses, et notamment sur le plan financier, parce que moi je suis essentiellement spécialisé dans l'accompagnement financier. Voilà, on verra après dans le détail comment vous agissez, mais surtout, je dirais sur l'encadrement psychologique de ces jeunes, est-ce que vous sentez quand même une prise de conscience déjà sur les parents qui demeurent les conseils numéro 1 de leurs enfants quand même? Ça dépend des parents. Ouais. Mais je pense qu'on soit dans le sport ou qu'on ne le soit pas, de toute manière, les parents jouent un rôle fondamental, et vous avez des enfants dans des milieux modestes qui font des études formidables, et puis vous avez aussi l'inverse. Bien sûr. Alors justement, un jeune qui fait des études formidables, un parcours formidable, c'est quand même vous, Arnaud Assoumani. Alors racontez-nous un peu votre palmarès. Donc vous faites du 100 longueur. Maintenant vous courez aussi. 100 longueur. Maintenant je prépare le 100 mètres et le 200 mètres pour les Jeux paralympiques de Pékin. Alors mon parcours en fait, moi j'ai commencé l'athlétisme il y a maintenant 11 ans. J'ai eu un cursus d'études classiques, j'étais un élève moyen, on va dire. J'ai fait tout le temps le minimum pour passer. Donc j'ai fait un cursus scientifique et après j'étais intéressé par l'audiovisuel et le cinéma, et j'ai fait un BTS montage et post-production. Et l'année dernière, donc j'ai recherché à travailler parce que en athlétisme, en e-sport, on n'a pas tellement forcément le choix. Contrairement à peut-être des jeunes professionnels dans le foot, moi je ne pouvais pas vraiment épargner, ou je savais qu'il allait falloir que je travaille, et peut-être très rapidement. Donc l'année dernière j'ai travaillé un petit peu, et bon, j'ai vu que c'était difficile de concilier travail et sport en même temps. Pourquoi? Vous aviez des journées de dingue, vous courriez partout, vous étiez fatigué? Alors j'étais intermittent, donc on a souvent des horaires qui ne sont pas forcément respectés, et après je devais aller m'entraîner. Donc j'ai été fatigué, et à la suite de ça je me suis blessé, donc là je me suis dit bon, vous avez trop tiré sur la corde. C'est pas possible, c'est pas gérable quoi. Bon, mais je veux votre palmarès quand même. Ah oui. Ah oui, j'oubliais. Alors je suis donc champion du monde de 100 longueur en 2006. J'ai une médaille de bronze à Athènes aux Jeux paralympiques. J'ai été 2 fois vice-champion d'Europe en 100 longueur, 1 fois champion d'Europe en 100 longueur. En 100 hauteur plutôt, et 2 fois champion d'Europe du 4x100 mètres. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes handicapé d'un bras. Vous m'avez confié que votre aspiration, ça serait peut-être de faire le saut en longueur, parce qu'il n'y a aucun problème aux jambes. Bon, il y a bien sûr des différences, mais dans la catégorie valide aussi. C'est des passerelles qui commencent à s'installer, parce que c'est intéressant aussi. Ça crée vraiment peut-être de l'espoir pour les gens comme vous qui ont envie de se mesurer au même titre que les autres dans le monde des valides. Alors je me mesure aux valides en fait tous les jours, vu que dans le groupe je suis le seul handisport. Au team Lagardère, parce que j'ai rejoint le team Lagardère, je m'entraîne avec Guillaume Tanon cette année, et donc je suis le seul handisport, et donc depuis que j'ai commencé, j'ai tout le temps été, j'ai dû affronter des valides, et donc mon objectif c'est de faire les Jeux en valide à Londres. Donc c'est un objectif, je pense, très très élevé. Ce serait assez difficile, mais pour moi je pense que c'est possible.
En tout Oui, cas, puis c'est pas tout de suite, puis vous êtes tout jeune, puis vous avez arrêté ce fameux boulot qui vous épuisait. Vous faites que Sciences Po, voilà. Donc c'est beaucoup plus reposant. Alors il arrive un moment où il faut concrétiser ce passage, on le voit, vers le monde du travail, on va dire entre guillemets ordinaire, où le souci de l'excellence ne se place plus dans la même perspective, ni de la même façon. C'est l'objet de la première partie de notre rubrique Je m'en sors. Alors nous nous sommes immergés au cœur du programme Sciences Po, Fondation Lagardère Exécutive Éducation, qui permet aux plus grands sportifs et aux plus grands espoirs français, valides et handisport bien sûr, de concilier leur discipline et les études supérieures, à l'instar donc d'Arnaud. On regarde. J'ai commencé le badminton à l'âge de 8-9 ans. Dans les catégories de Benjamin, minime, cadet, junior. J'ai été 14 fois champion de France. Aujourd'hui, à 24 ans, Julien Tchoric est numéro 4 français. Comme tout sportif de haut niveau, il doit s'entraîner quotidiennement. Il a un gros potentiel à développer, il est encore très jeune, il a que 24 ans. La maturité d'un joueur de badminton, c'est 28 ans, donc voilà, on est encore sur des 4 années de travail potentiel pour aller chercher éventuellement les Jeux en 2012. Contrairement à un tennisman ou à un footballeur, on doit penser à notre après-carrière sportive. Sinon, on ne peut pas mettre de l'argent de côté avec le badminton pour vivre après. Membre du pôle espoir de la Fédération française de badminton de 14 à 22 ans, Julien a obtenu une licence d'éducation physique et sportive, seule formation à l'époque compatible avec les exigences du haut niveau. Il a aussi un brevet d'état d'entraîneur. J'entraîne donc dans ce même club des jeunes et des loisirs parce que je suis diplômé brevet d'état 2e degré dans ce sport-là, et aussi pour gagner un peu d'argent pour pouvoir payer mon loyer, ma nourriture. Je touche en tant que joueur donc par le Lagardère Paris Racing une prime donc par mois. Prime de match et salaire d'entraîneur, ça nous fait un total de ça doit être 1300 € par mois peut-être. Ouais, ça doit être ça. C'est ce que gagne un Gasquet en une seconde, c'est ça? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas choisi le bon sport là, sur ce coup-là, non, c'est surtout ce qui est difficile, c'est qu'on s'entraîne, je pense, autant qu'eux. C'est peut-être physiquement aussi difficile, mais la reconnaissance, en tout cas, là-dessus, est pas la même, quoi. Du coup, la formation professionnelle créée par la Fondation Lagardère et Sciences Po Paris tombe à pic. Pour Julien et les 16 autres heureux élus, un nouveau dispositif pensé pour eux dont le budget s'élève à 300 000 € par an. Ah, moi je trouve ça génial, c'est une belle initiative qui nous est arrivée cette année. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un vrai horaire ménager. Permettre à un athlète, s'il a vraiment un projet sportif de haut niveau, de mettre les cours quand il est disponible et non pas quand le système le lui impose. Donc son entraînement n'est pas contraint, ses compétitions ne sont pas contraintes. Après l'entraînement, Julien se rend à Sciences Po. En plus de cours en petits groupes, il bénéficie d'un suivi individualisé de son tuteur Laurent Germain, directeur financier du CNES. On a un tuteur donc chacun. Donc avec Arnaud Di Pasquale, on a le même. Et il nous reçoit dans son bureau une fois 2 heures par semaine. Et on revoit les cours qu'on a vus avec les professeurs si on a un problème. Le marché, ça peut prendre des visages très très différents. Il existe des marchés qui sont des marchés de monopole, des marchés d'oligopole, des marchés de concurrence. Je sais que vous en avez parlé dans la première période. L'objectif, c'est de permettre à des étudiants qui normalement ont perdu pied au moins pendant un petit nombre d'années avec l'enseignement et l'enseignement supérieur, de retrouver justement un certain nombre de réflexes, d'habitudes qui permettent normalement ensuite de mener à bien un cursus dans le supérieur. Mon objectif à moi, ce serait en fait de faire cette formation et si possible d'intégrer un master Sciences Po, un master en finance et stratégie. Si on a envie de se reconvertir dans un secteur dans lequel on veut travailler, faut se donner à fond. Là, on ne travaille plus pour les profs ou pour ses parents, c'est pour nous qu'on travaille et c'est ça qui nous donne la motivation. Grâce à cette formation d'excellence, Julien peut préparer en toute sérénité les mondiaux de 2010 et les JO de 2012. Ces derniers objectifs sportifs avant le grand saut dans une vie active, désormais pleine de promesses.
Donc Arnaud, vous connaissez ça, ouais, c'est ce que vous vivez tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au Team Lagardère? C'est ce souci de l'excellence, mais comment vous le ressentez aussi dans votre vie de sportif? Vous avez les meilleurs équipements, les entraîneurs, les horaires, on a vu à quel point c'était important de s'adapter plutôt aux horaires des études qu'aux horaires du sport, aux impératifs du sport. Bah alors là, je vais te dire vraiment, ce qu'il y a, c'est que on peut vraiment concilier sport et études sans souci, parce que là, on a 2 après-midi de cours par semaine. On a un tuteur, comme l'a dit Julien dans le reportage, qu'on voit régulièrement, et donc c'est vraiment du sur-mesure. Et ça ne vous empêche pas du tout d'être des incroyables performeurs, là. Il y a beaucoup, là, beaucoup pas du de tout, grands justement, champions. on peut optimiser à fond l'entraînement. Bon, pendant le reportage, j'étais pas en cours, j'étais en stage. Non, je précise, j'ai pas séché, non, j'ai pas séché les corps. On était en stage avec le team, justement. Mais c'est vraiment, on peut optimiser à fond, que ce soit l'entraînement et je pense les études à côté aussi, quoi. Frédéric Chasselet, qu'est-ce que vous en pensez justement de mettre l'accent dès le départ sur la culture, l'éducation, sur une certaine forme quand même de développement intellectuel chez le jeune? Vous croyez que ça peut l'aider à appréhender aussi le concept de l'argent un peu mieux que si on néglige cette dimension justement éducative, l'instruction, tout ce qui est lié à l'esprit? De toute manière, que vous soyez sportif de haut niveau, professionnel ou non, ou que vous soyez dans la vie active classique, si vous fassiez des études à 19 ans, vous allez avoir besoin d'apprendre rapidement à gérer un budget familial. Ça, c'est la vie de tout le monde. Mais dans le sport, ça vient plus vite qu'ailleurs. Et parfois pour des montants qui sont effectivement dans certains sports particuliers. Donc, moi je pense que si dès les centres de formation, on peut former les jeunes, c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans les centres de formation, souvent des sports collectifs ainsi qu'à l'INSEP, les former à la gestion d'un budget familial et les suivre à travers cette formation. On va simplement leur donner les premières clés pour ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une démarche quand même, un peu d'investigation, il faut se poser des questions sur ce qui nous arrive, quoi. Il ne faut pas simplement se laisser porter par la performance, par le sport en lui-même. Oui. Cette réflexion, il faut l'avoir, quoi. Il faut l'avoir. Alors vous avez des jeunes qui à 18 ans l'ont déjà, ils sont précoces, il y en a quelques-uns. Moi je suis parfois surpris par des jeunes de 16-17 ans qui sont vraiment très avancés, mais globalement je pense que c'est surtout le rôle des tuteurs qui sont autour, c'est-à-dire souvent les parents, parfois les agents dans certains sports collectifs ou autres, ou des gens comme nous, banquiers, qui pouvons les mettre dès le départ dans cette perspective de dire bon, je compte, j'apprends à compter. Bah oui, j'apprends à compter. On marque une petite pause pour un peu de publicité, on se retrouve juste après. Plus besoin d'être un grand cuisinier pour préparer de beaux filets de thon. Et voilà, les filets de thon de Saupiquet, tout le plaisir du thon en filet. Après le travail, le plaisir. Direxor. Nouveau coupé Kia Proceed, le plus fiable de vos coups de cœur. Garantie 7 ans. Kia. Voici de retour sur le plateau de Bouches-de-la, consacré ce mois-ci à la reconversion des sportifs de haut niveau, reconversion évidemment professionnelle. Frédéric Chasselet, donc l'argent, ça s'apprend, vous venez de le dire. Alors quelles sont les lacunes justement les plus fréquentes en matière d'argent chez les jeunes sportifs? Ça doit ressembler à tous les jeunes, sauf que là il ne s'agit pas de gérer de l'argent de poche, mais véritablement un revenu parfois conséquent. Et il y a plusieurs cas de figure, selon la taille des revenus aussi. Oui, alors tout d'abord il y a les sportifs de haut niveau qui évoluent à haut niveau et qui ne gagnent pas d'argent. On vient de voir un reportage à l'instant et c'est quand même de loin le plus grand nombre. Par contre, même souvent, si c'est professionnel, il y a quand même un petit peu d'argent. Ce n'est pas toujours professionnel. Oui, c'est ça. Vous avez des médaillés olympiques qui, à part le prix qu'ils auront eu pour leur médaille olympique, en gros, n'ont quasiment aucun revenu, quasiment pas. Ils ont ce qu'on appelle souvent l'aide personnalisée, mais c'est quelques centaines d'euros. Ils ont des sponsors qui leur donnent un peu d'argent. Vous savez, les sponsors, oui, ils ont des vrais revenus. Oui, mais ce sont souvent des revenus, si ce sont des sports
peu médiatisé ou non médiatisé, les sponsors qui cherchent une exposition ne vont pas leur donner des sponsorings très importants. Donc vous avez d'un côté le sport de haut niveau, où là, il faut bien faire attention à ce qu'on dépense. Et là, je dirais qu'on est confronté tout de suite à la gestion de son budget, parce qu'on a peu d'argent et on a tout de suite des dépenses. Et puis vous avez le sport professionnel. Souvent surtout dans les sports collectifs où il y a le plus grand nombre, hein, principalement football, basket, rugby, le hand et parfois le volley, où là on peut être confronté très vite à une arrivée d'argent qui est assez importante, voilà, et à laquelle personne n'est préparé. Vous disiez la thune, mais qui est préparé à 18 ans ou à 19 ans à avoir ne serait-ce que 2000 € par mois, alors que ses propres parents ne les gagnent pas. C'est la jeunesse en elle-même, c'est pas une question d'immaturité, c'est la vie qui fait ça, quoi. Donc c'est pas simple. Et parfois plus que ses parents, ça doit pas être facile à vivre, ça non plus. Non, vous avez des parents qui arrivent en me disant, mais vous savez, Frédéric, vous savez pas ce qui nous arrive, c'est pas ce qui nous tombe sur le dos. Le petit a gagné plus que le petit va gagner 10 000, 20 000, parfois plus euros par mois. Donc ils sont paniqués. Ils sont paniqués, il faut les accompagner. Ils se disent, je vais pas être le meilleur conseil qui soit, quoi. Donc à juste titre, ils viennent vous voir. Bien sûr. Et c'est vrai que il faut être expérimenté, habitué à justement les rassurer. Évidemment avoir le maximum de clarté, il faut expliquer simplement des choses qui sont compliquées, parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui va mettre de côté plusieurs milliers d'euros par mois, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, les solutions derrière sont compliquées sur le plan fiscal, sur le plan des assurances, sur le plan patrimonial. Donc on essaye de leur expliquer simplement. C'est des vrais montages extrêmement individualisés en fonction de la durée de la carrière, de l'âge de la personne, du sport qu'elle fait. Enfin voilà, c'est un vrai casse-tête auquel vous livrez avec brio. Oui, voilà. Vous savez, la carrière d'un sportif professionnel, c'est 7 ans. Alors 7 ans, c'est court. Et quelqu'un qui... et pourtant, ce sont des personnes qui arrivent souvent dans les sports un peu médiatisés à avoir le même patrimoine que quelqu'un qui a fait une profession libérale, qui était chef d'entreprise et qui s'arrête à 65 ans. Mais il a 20 ans, 22 ans, 24 ans. S'il n'est pas bien accompagné, pas seulement sur le plan financier, mais autour de lui, ça peut parfois être difficile quand même. Donc vous faites du service, vous proposez du service, également des produits. Alors les services, ça va être quoi? C'est tout ce qui tourne autour de l'argent, je le disais, aussi bien ce qui est fiscal, ce qui est juridique, enfin vraiment tout l'environnement de l'argent, des revenus, de la notion de salaire, de placement, etc. Oui, alors les services, c'est déjà avant tout de leur mettre à disposition un conseiller spécialisé qui lui-même, soit parce qu'il était passionné, soit parce que c'est lui-même un ancien sportif de haut niveau, comprend leurs problèmes et va s'occuper d'eux, mais qui en plus évidemment est formé à la gestion de patrimoine. Et les services, c'est souvent effectivement des aspects fiscaux, des aspects juridiques. Et quels produits vous proposez alors? Tout d'abord, on va commencer par essayer de voir si jamais ils sont blessés, l'un d'entre vous parlait de blessure tout à l'heure, je crois, s'il est assuré. S'il ne l'est pas, on va l'assurer. Parce que le sport a des risques particuliers qui s'assurent de manière particulière. C'est ça, vous proposez aussi. Et on va commencer par là. Donc ça, c'est pas le plus drôle parce qu'il faut prendre un contrat d'assurance. Un contrat d'assurance, c'est l'argent qu'on donne à l'assureur. C'est un peu comme assurer une voiture. C'est jamais très agréable de payer sa facture. Mais le jour où on a un sinistre, on est bien content de pouvoir avoir un assureur qui rembourse les dégâts. Et puis ensuite, on calcule avec eux qu'est-ce qu'ils vont être capables de mettre de côté par mois, chaque mois. Et derrière, on fait ce qu'on appelle un plan de gestion. Et on les suit. Et grosso modo, les suivre, Frédéric pourrait vous le dire, mais c'est souvent chaque mois ou tous les 2 mois. C'est très fréquent. Oui, c'est ça, rendez-vous régulier. Il ne faut pas lâcher la bride. Il ne faut pas lâcher avec les sportifs. On voit nos sportifs plus souvent que nos clients particuliers normaux. Il ne faut pas lâcher la bride. Surtout avec les jeunes sportifs qui sont en début de carrière. Ça vous arrive de les voir évoluer, d'un seul coup ils ont gagné beaucoup, ils changent un peu de comportement pour être un peu, on dirait ils ont un peu le melon, ou ça part dans tous les sens. Ça arrive. Vous arrivez à dire, attends, calme-toi, là ça va plus du tout. Ça arrive, mais généralement on fait le travail en amont. C'est-à-dire que 2 ans avant, on leur dit attention, voilà. Donc, mais ça peut arriver. Et vous allez les voir dans les centres de formation, à l'INSEP notamment. Alors, dès les centres de formation, on fait ce qu'on appelle des interventions pédagogiques sur la gestion d'un budget familial. 1 heure.
loyer, assurance auto, assurance tout court, impôts, téléphone. Qu'est-ce que ça coûte, hein, les choses de base, et on les prépare et on leur explique ce qui va se passer. Hein. Tu prends un loyer, mais tu vas avoir une taxe d'habitation, hein, parce que ça, personne ne s'y attend. Des exemples comme ça, puis on les chiffre. Ce qui permet au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, petit à petit, de leur faire prendre quelques bons réflexes. Pour avoir juste une question, parce que vous êtes pas beaucoup à faire ça, je crois, avoir ce dans les centres de formation. Non, mais même voilà, en tant que banquier, qu'est-ce qui a fait, c'était dans la culture de l'Union financière de France, vraiment de dédier un département de son action aux sportifs de haut niveau, parce qu'encore une fois, on n'en entend pas encore beaucoup parler, même si on se dit que ça devrait s'aimer un peu partout, cette spécialisation vraiment du cas du sportif. Oui, alors à l'Union financière de France, c'est historique. Hein, ça fait les premiers clients dans le sport professionnel, je crois, datent de 74 ou 75. C'était principalement dans le football et le basket à l'époque. Et on a eu des clients dans le sport, je ne sais pas pour quelle raison. Par contre, on a une autre histoire, c'est qu'on a toujours reconverti des ex-sportifs de haut niveau. Il doit y en avoir une 50aine à l'heure actuelle, dont Frédéric et bien d'autres. Et comme Europe Sport Reconversion, qui les aide à se reconvertir, on les accueille parce qu'ils ont des qualités particulières pour ça. Je crois que Jacques Glassman me disait tout à l'heure qu'en gros, presque 50% des anciens sportifs sont soit dans des fonctions commerciales, soit dans des fonctions financières, en tout cas dans les anciens footballeurs. Commercial et financier, c'est un peu un profil qui nous convient. C'est certainement pour cette raison qu'on en attire une demi-douzaine supplémentaires chaque année. Arnaud Assoumani, est-ce que vous avez quelques craintes comme ça lorsque vous serez dans le monde du travail, de ce passage, ce fameux passage, à quoi tout le monde l'a déjà effectué sur ce plateau, sauf vous? Non, j'ai pas particulièrement de crainte, vu que j'ai déjà essayé de travailler l'année dernière, donc j'ai fait les démarches. Oui, puis vous n'avez pas fait le boulot plus simple, intermittent, c'est pas évident, quoi, voilà. Non, en plus, mais pour l'instant, je me pose pas tellement de questions. J'ai la chance d'avoir de bonnes conditions d'entraînement et de travail, d'études. Et je me pose pas tellement de questions par rapport à ça. Je pense que ça va être la suite naturelle de ce que vous faites aujourd'hui, quoi. Mais en fait, tant que je peux concilier études et sport, si donc les résultats me le permettent, parce que c'est surtout ça, hein, sportif, ce qui nous paye, c'est les résultats, et ce qui, moi, me paye en tout cas, c'est justement avoir de plus en plus de résultats en athlétisme e-sport, c'est vraiment ça. Mais n'empêche que ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement, c'est sûr. Et vous aurez terminé d'être à l'apogée de votre carrière. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, où est-ce que je vais travailler, mais justement, la formation Sciences Po apprend une méthode en fait qui peut être applicable à beaucoup de domaines. Donc je m'étais plutôt lancé dans le domaine audiovisuel. J'ai envie de faire un master audiovisuel, mais on ne sait jamais. Dans la vie, on change. Il y a une formation généraliste indéniable de qualité à Sciences Po qui vous ouvre plein de portes et qui peut-être vous ajoute une sorte de sérénité, même plus ou moins consciente, par rapport à celui qui n'a pour l'instant pas d'autre bille pour envisager son avenir. Alors on va voir maintenant qu'il existe de nombreux outils, on l'a vu déjà avec UFS Sport Conseil, en matière de formation professionnelle, gestion de patrimoine et d'études supérieures également, et puis chose passionnante, proposée aussi par des ex-sportifs de haut niveau, qui mieux que pour en parler. C'est l'objet de la deuxième partie de notre rubrique Je m'en sors. Alors nous allons découvrir en images l'ANPE, Centre d'information et de documentation jeunesse, donc le CIDJ au Quai Branly à Paris. C'est une branche qui est spécialisée dans les métiers du sport. L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits dans les métiers du sport, à la fois animateurs sportifs mais également sportifs professionnels, sont aujourd'hui inscrits et suivis dans le cadre du suivi mensuel personnalisé par l'équipe sport de l'ANPE Jeunes. On a tous les cas de figure. Ça va du sportif professionnel qui sait se servir de son réseau, des sportifs professionnels qui ont fait des brillantes carrières aussi intellectuelles en parallèle. Et puis il y a aussi les sportifs professionnels qui ont pensé avant tout à l'activité sportive parce qu'ils l'ont pratiquée très jeune et n'ont pas su en parallèle obtenir un niveau d'études qui leur permettrait après leur cursus sportif de pouvoir trouver un travail aisément.
Les agents de joueurs ont un métier bien identifié, ils ont un réseau qu'ils exploitent et qu'ils essaient d'optimiser justement pour placer ces demandeurs d'emploi. Nous, notre rôle sera plus se projeter presque au-delà de sa recherche dans le cadre du sport et d'anticiper peut-être sur sa reconversion. Il faut savoir qu'il y a une section chargée du suivi des sportifs de haut niveau dans chaque direction départementale de la jeunesse et des sports. Nous, évidemment, nous mettons des annonces en ligne. Nous sommes aussi en contact avec le service des sports de la ville de Paris. Et puis, nous avons des partenaires qui sont également régulièrement sollicités pour intervenir, par exemple, sur des évaluations de compétences professionnelles, comme Paris Profession Sport. Le rôle de l'agence, ce sera vraiment justement d'anticiper sur ce projet à moyen ou à long terme, et puis de l'outiller là sur des outils un peu plus classiques, CV, lettre de motivation, créer son espace emploi, etc. Alors Roxane Bénat, la NPE est très impliquée justement dans cette particularité de la reconversion du sportif. Racontez-nous alors ce que c'est que cette mission au département international de la NPE qui vous incombe. Oui, alors non seulement il y a effectivement une unité, comme on vient de le voir, spécialisée sur les métiers du sport, et puis moi faisant partie du département des relations internationales à la direction générale de la NPE, j'ai vu l'opportunité, en tant qu'ancienne sportive, de cumuler des projets européens notamment, et donc des financements communautaires, pour intégrer des cibles particulières telles que les sportifs de haut niveau. Donc concrètement, il y a 2 projets aujourd'hui qui tournent, qui sont efficaces même, pour ce public-là. Donc un premier qui a pour objet de monter un outil d'évaluation des compétences d'un sportif de haut niveau en dehors de son activité de sportif, et pour pouvoir assurer une transférabilité de ses compétences au sein d'une mission, d'une profession qu'il souhaiterait exercer. Qu'est-ce que ça peut être justement ces compétences comme ça un peu transversales qui ne sont pas forcément des compétences professionnelles? Alors, les sportifs de haut niveau ont beaucoup de qualités. Oui, justement, ben voilà, rappelez-nous, mais on en est sûr, on en est sûr. Il faut en être persuadé. On en est persuadé. Non, déjà, ils ont déjà une volonté qui est incroyable et qui est exploitable par tous, et d'abord par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le trait caractéristique, donc la volonté, le dynamisme, et cette, je dirais... Le goût de l'effort, de la difficulté aussi. Oui, et cette possibilité à se fixer des objectifs. Toujours, on détermine un objectif, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, on voit les étapes comme des objectifs à atteindre. Et je pense que ça, c'est très important. Enfin, d'autres sportifs peuvent en attester. Donc effectivement, il y a des moments de doute dans une carrière sportive, comme il y en a dans une carrière professionnelle. Et donc là c'est l'atout majeur des sportifs. Par contre, le souci, s'il y a un souci, c'est que à l'insertion dans la vie professionnelle, on constate que le sportif qui se présente à une entreprise est parfois jugé comme un sportif. Donc avec tous les a priori qu'il y a derrière, et le micro-trottoir de tout à l'heure le montrait un petit peu. Ça arrange tout le monde de dire qu'il a un petit poids à la place du cerveau. Pour être franc. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Non, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Là, il y a vraiment une discrimination. Il faut aussi faire tomber ce tabou-là, quoi. Oui, et ça, c'est la difficulté majeure. Ils arrivent donc avec ces compétences, voire aussi avec déjà une formation, et vous les envoyez à l'étranger dans une mission internationale. Alors ça, c'est la suite d'un financement communautaire et d'un programme particulier qui s'appelle Eurodyssée, où on a la possibilité de, donc, une fois repérer ces sportifs qui veulent se réorienter, donc quitter les métiers du sport, là il faut être très clair, c'est de pouvoir les envoyer à l'étranger. Oui, il faut vraiment quitter les métiers du sport, il faut préciser. Oui, l'intérêt c'est de faire autre chose. Oui, l'intérêt c'est de faire autre chose. Oui, après l'unité sport est parfaitement capable d'accompagner ces sportifs pour les métiers du sport. En revanche, pour les en faire sortir, il y a énormément de sportifs qui, une fois leur carrière terminée, souhaitent, entre guillemets, ne plus entendre parler du sport, enfin passer à autre chose. Quand on arrête sa carrière sportive, il y a quelque part une perte d'identité. Qui on est finalement? J'ai fait du sport et maintenant qu'est-ce que je suis? Donc on a besoin d'aller chercher ailleurs, changer. Ça ne rassure pas de rester dans l'univers du sport. On a envie à ce moment-là d'aller le chercher ailleurs. Oui, pour certains. Voilà. Et donc cette possibilité de partir à l'étranger et acquérir une première expérience professionnelle, et donc là on oublie un petit peu l'étiquette sportif.
Donc on a une expérience professionnelle valable, avec une expérience à l'étranger qui représente une plus-value pour les entreprises françaises. Oui, il y a plusieurs entrées, c'est évidemment avoir pratiqué une nouvelle expérience, parler une langue, s'être ouvert au monde, au reste du monde, alors que le sportif, on imagine quand même qu'il est un peu dans sa bulle. Là, ça y est, plein de choses arrivent. Tous les atouts, et il revient en France avec un super CV, une expérience à l'étranger, et puis ces atouts qu'il peut valoriser en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Alors ça, c'est valable pour tous les ex-sportifs. On vient vous voir à la NPE, il y a un vrai service, une prise de rendez-vous, et c'est ouvert à tous ceux qui remplissent des conditions pas trop draconiennes, j'imagine. Non, on a des partenariats avec des pays, donc on a le cas notamment d'une ancienne médaille de bronze en lutte. Donc là aussi, la lutte féminine, les financements ne sont pas toujours à la hauteur des entraînements, et donc on ne peut pas envisager une carrière dans ce sport. Donc cette personne souhaitait acquérir une formation et souhaitait s'orienter vers les métiers de l'hôtellerie. Et donc est partie en Espagne dans un hôtel, adjointe de direction, et aujourd'hui elle a un hôtel en France en tant que directrice d'hôtel. Et c'est transformé parfait. Jacques Glassman, alors racontez-nous votre mission chez Europe Sport Reconversion. Vous êtes dans de la formation là. Oui, on est sûrement dans l'accompagnement des joueurs de foot professionnels. En fait, on passe 100% de notre temps à accompagner les joueurs qu'ils souhaitent. Là aussi, nous on est dans des domaines différents. On vend rien, on fait pas de business, et on est à la disposition des joueurs de foot qui le souhaitent. Pour rebondir sur ce que vous disiez, à l'UNFP, on a essayé de penser à tout. On a un service aussi au niveau des assurances pour que tous les joueurs soient assurés, un service de conseil au niveau de la gestion de patrimoine, et un service qui s'occupe des jeunes au niveau du management. Donc là, en ce qui concerne Europe Sport Reconversion, on a un gros chantier depuis 17 ans. Bon, moi, ça fait seulement 6 ans que je suis là, mais Joël Delpierre a créé ce service il y a 17 ans, et bien sûr il a évolué. On est entré dans une phase de nouvelles technologies, donc ça permet aux joueurs de pouvoir se former chez eux. On parlait de formation, c'est pas évident de se former quand on a des matchs, des entraînements tous les jours. On essaye d'aller vers des recherches de solutions les plus adaptées. Je vais rebondir aussi au niveau de la NPE, parce qu'on a avancé énormément. On a créé un partenariat avec la NPE au niveau national qui officialise quelque part notre travail depuis justement ces 17 ans, et c'est pour avoir un travail en collaboration avec les conseillers à NPE sur toute la France. Donc, vous avez vraiment un réseau de partenariats, et vous êtes vraiment dans l'accompagnement aussi, dans l'entraide. Alors qu'on pourrait imaginer que les footballeurs, ils n'ont pas besoin d'être aidés, tellement ils ont eu la chance, et pourtant c'est très difficile. Ils ont besoin d'être aidés, d'être épaulés, d'être orientés, même d'avoir une réflexion avec eux. Donc, voilà. Alors, Frédéric Anduze, on va vous laisser le mot de la fin. Donc vous êtes maintenant conseiller auprès de ces futurs... de ces champions déjà. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de vous investir chez UFF Sport Conseil? Voilà, parce que c'est votre métier aujourd'hui. Vous êtes très jeune, vous avez choisi d'arrêter la carrière sportive suite à un accident. Enfin bon, voilà. Quelle est la valeur ajoutée de votre intervention, justement? Justement, c'est le fait que je sois sportif, madame le disait tout à l'heure. J'ai une autre approche. Enfin, les joueurs me voient autrement qu'un conseiller classique, puisque j'ai un peu la fibre sportive. Demain, un client qui m'annule le rendez-vous, je comprendrai s'il a un entraînement ou des soins, donc je comprendrai. Et l'aspect, ce qui m'a fait choisir UFF Sport Conseil, c'est, comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est une société très sport. Il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau à l'UFF, donc on s'entend très bien entre nous conseillers. Donc il y a l'aspect du sportif qui a joué en faveur de l'UFF, quoi. Frédéric, pourquoi vous avez choisi Frédéric? Entre Frédéric, on se comprend. Il rassemble beaucoup des qualités que vous évoquiez tous tout à l'heure des sportifs, c'est-à-dire savoir gérer les succès mais aussi les échecs. La différence avec celui qui travaille dans la vie active classique, c'est que de temps en temps il y a des échecs, de temps en temps il y a des succès, mais c'est plutôt relativement plat. Les sportifs, ils ont le sens de la compétition, ils se fixent des objectifs, et puis quand ça ne marche pas tout de suite, ils savent rebondir parce qu'ils sont habitués à ça. Ils ont ça
tous les week-ends. Hein. Donc ils ont ces capacités. Alors après, il faut qu'ils aient une tête bien construite quand même, parce que c'est tout de même nécessaire on a pour vu faire sur ce ce plateau que oui, les sportifs ont des têtes bien construites. Bien sûr. Il y en a autant que dans le reste de la population en fait. Pareil, voilà. pareil, il n'y a pas de différence. Donc voilà, valeur ajoutée de bien connaître le sport pour après intervenir auprès de ces sportifs qui un jour devront aussi effectuer leur reconversion professionnelle. Merci infiniment, madame, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour cette émission passionnante. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dans Solidarité la semaine prochaine et je vous dis à dans un mois pour un prochain Bouge de là. Ciao. So get ready.